Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne pour vivre avec nous en direct l'arrivée de cette seconde étape du Tour de l'Avenir 2017. Lilian Jégou est à mes côtés, mon cher Lilian. Votre expertise d'ancien pro sera encore une fois très précieuse car il y a du beau monde dans ce peloton international que l'on a déjà vu évoluer hier. Et il y aura certainement une très belle pépite qui va se révéler au terme de ce Tour de l'Avenir. Effectivement, c'est vrai qu'on l'a vu hier, beaucoup de favoris au départ, principalement des grimpeurs, puisque le Tour de l'Avenir part de l'ouest de la Bretagne pour arriver dans les Alpes. Et donc, comme à son habitude, les premières étapes un peu escarpées, on assiste à des échappées. Aujourd'hui, deux coureurs sont à l'avant du peloton. Deux Français qui appartiennent à des comités régionaux qui sont exceptionnellement invités cette année à participer à cette épreuve qui se court d'abord avec des équipes nationales. On doit le rappeler. Voilà, 21 équipes nationales, 2 équipes régionales. Et aujourd'hui, comme vous le dites, ce sont les 2 équipes régionales qui ont mis un homme à l'avant, en sachant le comité de Bretagne, représenté par Adrien Garel, et le comité Auvergne-Rhône-Alpes par Maxime Roger. Ça va effectivement, donc ces 2 comités ont été invités parce que le Tour de l'Avenir part de la Bretagne et arrive dans le Rhône-Alpes. Les échappées cette échappée qui s'est formée dès les premiers kilomètres, qui a atteint jusqu'à 3 minutes 50 et qui progressivement a vu son avance diminuer pour avoisiner la minute. On le voit bien à moins de 30 km de l'arrivée. Forcément. Alors, il restait 141 coureurs au départ. Il y a eu 2 abandons depuis hier. Et ce matin, le départ a été donné ici dans le Morbihan à Zazac-le-Christ, la patrie d'un certain Warren Barguil. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'était un hommage qui lui était rendu puisque Warren Barguil a gagné le Tour de l'Avenir en 2012. Et quand on vous l'a dit, souvent les vainqueurs du Tour de l'Avenir sont mis en avant sur les épreuves Pro Tour. Alors là, on voit que les Danois sont à l'affaire parce que tout simplement, il y a un maillot jaune à défendre. C'est lui qui s'est imposé hier au pays de l'Oudéac. Lui qui a faussé compagnie à ses 2 compagnons d'échappée. Un homme fort, un homme costaud, un garçon qui est tout simplement champion d'Europe du chrono. Oui, un gros rouleur, c'est vrai qu'on l'a vu hier, on le voit encore à l'image. Il était déjà revenu sur les 2 coureurs qui l'accompagnaient dans ce trio de tête pour les rattaquer à moins de 3 km de l'arrivée. Et c'est donc en poursuiteur, en homme du chrono, qu'il arrache cette victoire avec et on le voit hier, 4 secondes d'avance. Exactement, et on le voit hier triompher. Kasper Asgreen qui a résisté au retour du peloton. On avait vu vraiment l'équipe polonaise se mettre à la planche pour revenir et manger les derniers fuyards qui étaient attardés juste derrière ce garçon qui a fait le coup de force dans les 2 derniers kilomètres. Mais nous voilà donc sur le circuit final, un circuit de 11 km. Les 2 échappées sont déjà passées, le peloton également. Il nous reste encore 2 tours de circuit. Alors c'est un circuit, vous l'avez parcouru Lilian, qui est pas facile. Alors pas facile, c'est vrai qu'un beau revêtement, il n'y a pas de problème là-dessus, les routes sont relativement larges. Par contre, à 3 km de l'arrivée, on va commencer à monter en faux plat montant, pas de gros pourcentage, 1, 2, 3%. Et pour finir en rampe de lancement sur les 300 derniers mètres, où là effectivement on est quasiment en arrivée en bosse. Et on devrait aujourd'hui assister sur un homme véloce mais surtout très puissant. On aura peut-être un combat de punchers à l'avant. Ça ne va pas empêcher le sprint massif. Et là, il y a un favori tout désigné du côté des Norvégiens. Évidemment, le coureur qui a réglé le peloton hier pour la 2e place, à savoir Alvarsen. Alvarsen, c'est pas n'importe qui. Il a été champion du monde espoir l'année dernière sur les routes du Qatar. Et aujourd'hui, on l'a vu, c'est l'équipe de Norvège associée à l'équipe du Danemark. Donc l'équipe du Danemark qui défendait le maillot jaune, l'équipe du Norvège qui venait s'associer à l'équipe du leader pour revenir sur les échappées. Et là, on l'a vu tout à l'heure à l'image, c'est vrai que à moins de 30 km, 51 secondes, on sent que le peloton temporise légèrement, car il ne faudrait surtout pas revenir trop rapidement sur ces 2 hommes, au risque d'assister à des contres. Et donc du coup à être obligé de reforcer l'allure pour revenir. Donc
On voit bien l'écart qui diminue progressivement, donc le peloton va temporiser. On est à moins de 30 km et on a vu passer l'ardoisier qui leur a dû leur signaler que voilà, il restait plus que 42 secondes d'avance. En général, quand on est dans cette physionomie de course, il se passe quoi dans la tête? C'est vrai que là, pour les hommes de tête, surtout ne pas trop accélérer, car c'est vraiment dans les 15 derniers kilomètres qu'il va falloir donner le coup de collier, comme on dit. Mais là, c'est temporiser pour que derrière le peloton leur relaisse du temps. Car comme je vous le dis, si le peloton revient trop vite sur un circuit comme ça assez vallonné, on s'expose au contre. Voilà, forcément dans toutes les formations, on n'a pas un sprinter, notamment l'équipe de France, qui va essayer de saisir cette opportunité, éventuellement de rattaquer à moins de 10 km de l'arrivée. On le voit, c'est un circuit où il faut beaucoup relancer. Et puis la fin de ce circuit, comme vous l'avez indiqué, il est en faux plat montant. Donc ça finit par piquer un peu les jambes. C'est vrai. Et ce que j'ai pu remarquer en reconnaissant le parcours. Donc là, on arrive, vous allez voir sur la sortie de cette courbe-là, on voit le panneau 3 km. Et vous voyez, c'est en faux plat montant. Et là même, les hommes de tête, pour une fois, le peloton va pouvoir avoir en visuel ces deux coureurs. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal pour une échappée d'avoir une longue ligne droite comme ça où derrière on vous a en visuel. On les a laissés un peu partir. Le peloton a voulu se refaire un peu les jambes parce que hier, malgré tout, ça a roulé assez fort. C'est vrai que hier 11 coureurs, donc déjà à l'arrière il faut se donner beaucoup plus pour revenir sur 11 coureurs. C'est toujours plus facile une échappée avec très peu de coureurs de revenir dessus. Et puis surtout hier on a assisté dès la première étape à une attaque des favoris de cette course, à savoir Sergei Pavel Sivakov et le Colombien Bergal, qui font partie des grands favoris. Bergal, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est quelqu'un qui est attendu dans les grandes formations World Tour. On risque de le voir très rapidement sur de très grands tours. Forcément, les Colombiens, leur qualité première, c'est de grimper. Et donc Egan Bernal est déjà lui dans une équipe continentale pro, puisqu'il court déjà au sein de l'équipe italienne pro Andrioni. Et donc il a l'habitude de courir sur des grandes courses. Mais je pense qu'on devrait le voir en World Tour pour enfin le voir au départ des grands tours tels que le Tour de France, la Vuelta et le Giro. Vous étiez peut-être au rendez-vous d'hier et on vous le rappelle, il y a vraiment des équipes qui viennent de partout. Les Américains sont là, les Australiens sont là, les Japonais, le Maroc, le Luxembourg, les Bélarusses, la Belgique. Il y a vraiment énormément de nations représentées. Ce Tour de l'avenir, on vous le rappelle, c'est l'antichambre du monde professionnel pour beaucoup de jeunes coureurs. C'est véritablement le Tour de France des moins de 23 ans. C'est ça, c'est le petit Tour de France, une 9 étapes où on retrouve toutes les caractéristiques du Tour de France, à savoir des étapes de plaine, des étapes vallonnées et des étapes de montagne. On aura même une étape de repos en milieu de Tour de l'avenir. Donc on a vraiment cette configuration-là. Alors forcément, certains coureurs, ils sont au nombre de 2 à avoir disputé un grand tour au sein de ce peloton, mais vous avez aussi des jeunes coureurs qui, eux, courent que en amateur, notamment en France. Et 9 jours de course, ça peut leur paraître très long. Difficile, très long. Ouais. Et donc ils vont devoir justement se jauger, bien maîtriser leur récupération. Pour eux, c'est vraiment une découverte. Alors que l'on survole Bignan, les caméras d'Anthony Forestier nous font découvrir cette jolie commune du Morbihan qui accueille le Tour de l'avenir. Le Tour de l'avenir a eu la bonne idée de revenir en Bretagne il y a bien longtemps qu'il n'avait pas fait une apparition ici. La dernière fois, c'était du côté de Belle-Île et c'était en 2007. Il y a déjà 10 ans. Ouais. Et on se souvient de la victoire d'un certain Stéphane Pouliès.
Et là on voit les coureurs de tête justement arriver aux 500 mètres. Et vous voyez donc ça s'est arrivé un peu tortueux sur les entre 500 et 300 mètres pour déboucher sur cette longue ligne droite de 300 mètres, longue ligne d'arrivée en faux plat montant qui devrait, je vous le disais tout à l'heure, concrétiser un coureur puissant. Lilian, on a déjà eu des satisfactions hier parce qu'on a vu que les Français étaient bourrés de bonnes intentions. Ils étaient déjà à l'avant hier. On a vu deux membres de l'équipe de France, en la personne de Franck Bonamour et Valentin Madouas, jouer les premiers rôles. Avec Valentin Madouas qui a réussi quand même si son échappée, donc il n'a pas été au bout de l'échappée. Il a quand même réussi à endosser le maillot du meilleur grimpeur. Donc voilà, c'est une journée devant, pas pour rien, puisqu'il a ramené un maillot. C'est toujours bien de porter un maillot distinctif. Et de monter sur le podium. Et voilà. Et puis on avait vu aussi un garçon, toujours de ce comité de Bretagne, Alan Rioux, qui était hier également aux avant-postes. Et aujourd'hui, eh bien, ce comité de Bretagne, il a encore joué les premiers rôles. Avec Adrien Garel, 21 ans, un garçon qui est licencié au VCPI Loudéac. Et on voit les deux hommes de tête qui ont l'air un peu résignés, plus de 20 km, 15 secondes. Je pense que le peloton a fait l'erreur de revenir trop vite et on risque d'assister à des nouvelles attaques, ce qui devrait redonner un peu de dynamisme à la course d'aujourd'hui. Très certainement. On va parler aussi un peu de Maxime Roger, 21 ans lui aussi. Il appartient à la formation Chambéry Cyclisme Formation. Pour tout dire, c'est l'antichambre d'AG2R. D'ailleurs, il est stagiaire chez AG2R. C'est-à-dire qu'en fait, il est parti depuis le mois d'août jusqu'à la fin de saison. L'équipe d'AG2R fait appel à lui pour venir combler un peu son effectif sur des courses professionnelles. C'est un garçon qui a été 7e des derniers championnats de France Espoir. C'est une belle performance quand on sait que ces championnats sont âprement disputés. C'est important quand on est dans ces catégories de briller sur des épreuves nationales comme celle-là. Alors que là on devrait assister donc la jonction entre les échappés et le peloton. Et là fatalement vous aviez raison de le dire tout à l'heure Lilian, ça va flinguer. 21 km. Alors le circuit en forme de triangle pour schématiser. Donc là on est sur la première partie, on va tourner à droite, grande route, et après on retourne à droite une deuxième fois où là on est sur une partie, c'est la partie la plus sinueuse, la route la plus étroite. Et je pense que c'est sur cette partie-là que les coureurs devraient essayer d'attaquer. Et on le revoit bien, même on est vraiment sur un beau revêtement. C'est vraiment agréable pour les coureurs de rouler sur de telles routes. Et là, je pense que voilà, les illusions sont terminées. Les deux garçons auront fait le travail. Ils vont rendre les armes. Et désormais, c'est une nouvelle course qui va commencer dès que la jonction sera véritablement opérée. Alors forcément, les équipes de sprinters vont essayer de contenir ce peloton pour qu'il reste groupé. Mais c'est toujours difficile de contenir un peloton pendant une vingtaine de kilomètres. Il aurait été plus judicieux de revenir dans les 10 derniers kilomètres, dans le dernier tour tout simplement. Là, on reste à 2 tours d'arrivée et forcément, ça va donner des idées à des équipes qui n'ont pas d'hommes rapides. On pense forcément à l'équipe de France qui a de bons punchers, mais qui n'a pas forcément de purs sprinters ni de purs grimpeurs. Donc qui, eux, vont chercher à gagner une étape, voire plusieurs étapes sur ces épreuves, sur ces courses vallonnées, bretonnes. On apprend beaucoup sur ce type d'épreuve quand on est un jeune coureur, Lilian. C'est vrai que oui, on apprend beaucoup. On l'a vu hier, certaines équipes, certaines formations, certaines sélections ont déjà des bons automatismes, alors que certaines moins expérimentées mettent en place un train du plus difficilement, alors que l'arrière en attaque, on voit une attaque du champion de France, membre de l'équipe de France, qui devrait Victor Lafay, voilà, qui s'est porté à l'avant. Victor Lafay, c'est un client aussi quand la route s'élève. Voilà, dès que les échappés ont été repris, voilà, c'est ce que je le disais, forcément on va assister à des attaques. Il est relayé par un Allemand.
Donc ça, ce sont des formations qui n'ont pas de sprinter au sein de leur équipe. On a bien vu hier l'équipe de Norvège, l'équipe d'Italie, même l'équipe de Bretagne avec Emmanuel Morin qui a fait 4e de l'étape, 3e du sprint. L'équipe d'Angleterre avec Oliver Wood et surtout l'équipe de Pologne avec Banaszek, un très très bon sprinter. Donc eux, ils ont des forces en présence pour essayer de gagner aujourd'hui au sprint. Et on vient de voir un geste très amical des deux gars qui se sont vraiment félicités d'avoir mené leur échappée jusque-là. Il y a vraiment une solidarité qui s'opère quand on est deux à l'avant, comme ça, à prendre des relais et à essayer d'aller au bout. Bah oui, forcément, ouais. En plus de Français, ils ont dû communiquer ensemble, ils ont dû s'encourager, ils ont dû même, il y avait un grimpeur et un point chaud, ils ont dû se partager ces différents classements. Et bon voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais au moins ça forme une expérience, ça leur permet de se montrer. Et là on voit un coureur polonais qui tente de s'extraire, et on l'a dit, au sein de cette sélection polonaise, il y a vraiment des coureurs qui sont déjà dans le bain professionnel et qui ont déjà une bonne expérience. On a vu le train qu'ils ont mis en marche hier pour revenir sur les fuyards. On sent que la technique de course, elle est parfaitement assimilée. Elle est assimilée, mais on voit bien que les Polonais sont à l'attaque. Et comme souvent on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. C'est vrai que placer un coureur à l'avant, ça évite aussi de mettre à contribution tout le reste de l'équipe pour mener un train. Et donc c'est la stratégie qu'a choisi aujourd'hui la Pologne. C'est vrai que leur sprinter hier n'a pris que la 6e place, donc la 5e place du sprint massif. Donc il n'est pas forcément en confiance. Et ils vont essayer de faire travailler les équipes, notamment du Norvégien Alversen. Christopher Alversen qui a largement dominé les débats hier sur le sprint massif. Mais je crois que l'équipe de France aura à cœur aussi de briller en partie sur cette aire, car il y a quand même quelques Bretons au sein de cette équipe de France et ils avaient très envie de décrocher quelque chose à l'occasion de ce passage en Bretagne du Tour de l'Avenir 2017. Alors là on voit une route très large, très facilement, c'est très facile de suivre des attaques. C'est au bout de cette route là qu'on va tourner à droite, là on va arriver sur une route beaucoup plus étroite, donc 2 fois moins large et surtout beaucoup plus sinueuse où vous êtes beaucoup moins en ligne de mire et c'est beaucoup plus facile de vous extirper du peloton. Et là on voit que les Belges, les Américains, voilà, toutes les nations qu'on voit à l'avant là, ce sont des nations qui n'ont pas de sprinter et qui vont essayer de placer des coureurs à l'avant pour éventuellement garder de l'avance et se disputer la victoire. Et les Allemands qui assurent aussi le tempo parce que eux, le sprint, c'est leur affaire. Il y a une véritable école du sprint maintenant en Allemagne. Et ils ont vraiment coché les 6 premières étapes de ce Tour de l'Avenir. Les Allemands qui savent qu'ils seront certainement plus en difficulté dès que la route va s'élever. On parle là des toutes dernières étapes de ce Tour de l'Avenir. Et on voit que même les leaders, là, on la voit à gauche, là, le Bernal, là, c'est Bernal et même Sivakov qui est dans sa roue. On voit que voilà, ce sont les 2 coureurs qui sont à l'avant. Ils étaient déjà échappés hier, ils font partie des favoris de la course. Et ils sont encore à l'attaque. C'est un peu ça le Tour de l'Avenir, c'est que contrairement aux grosses courses, c'est pas des courses stéréotypées. Et on voit que même les leaders, dès les premières étapes, essayent de prendre de l'avance. Et c'est important quand on est leader d'être à l'avant, on évite les chutes. Ouais, après, donner des coups d'attaque comme ça sur ces premières étapes-là, je pense que voilà, vaut mieux qu'ils gardent quand même leur force pour les dernières étapes. Mais on voit que ce sont des jeunes fougueux qui ont envie de se montrer et envie de gagner dès le début de ce Tour de l'Avenir. D'ailleurs, on a été surpris dès hier de voir 11 hommes à l'avant, parmi lesquels figuraient vraiment des gens qui visent le général. On s'est demandé comment ils avaient pu obtenir un billet de sortie. Je crois que tout le monde a été tout simplement surpris et piégé. Alors, je pense que ça s'est déterminé, enfin ça s'est s'échapper, c'est fait dès le premier grimpeur au bout de 20 km. Donc ça s'est fait en costaud et surtout ça a roulé très vite puisqu'on annonçait 46 de moyenne la première heure. Des fois on avait sur une partition 48 de moyenne. Donc imaginez un peu, vous qui roulez un peu chez vous, rouler à 46 km/h de moyenne, c'est pas aisé, c'est pas fait pour tout le monde. Et forcément derrière les écarts sont accrus et on a vu cette échappée avoir jusqu'à 4 minutes d'avance. Malheureusement pour eux, le peloton a réagi et les a repris dans le final. Alors que là, comme je vous le disais, on tourne à droite sur une petite route, beaucoup plus sinueuse, donc beaucoup plus difficile de remonter pour pouvoir suivre les différentes attaques.
Et là on voit les Portugais hein, qui ont roulé depuis quasiment le début de la course pour contrôler l'échappée, se remettre à l'avant pour justement empêcher toute tentative. Le Portugal hein, qui possède au sein de leur effectif Ruiz Oliveira, 12e lière d'étape. On prend la direction d'un sprint ici sur cette ligne à Bignan. Voilà, comme je vous le disais, vous voyez ce petit S notamment, voilà, ce sont des portions qui sont propices à s'extirper du peloton. Mais tant que le tempo est élevé, c'est quasiment mission impossible. Plus ça roule vite, plus c'est difficile de partir, forcément. Hein. On voit bien là les Portugais doivent rouler à plus de 45 de moyenne. Et on aperçoit Valentin Madouas avec son beau maillot de meilleur grimpeur qui s'est rapproché de l'avant. Valentin, il avait vraiment envie de briller sur l'une de ses 2 premières étapes. Il l'a fait à sa manière hier, en montant sur le podium pour s'emparer d'un maillot qui ressemble étrangement à celui qu'a Warren Barguil a ramené du Tour de France. Il y a une épidémie de varicelle en ce moment chez les coureurs bretons, une épidémie de varicelle. En tout cas, ce maillot lui a fait grand plaisir. Et Valentin s'est fait sur le final d'hier doubler à 25 mètres de la ligne d'arrivée par le peloton rageur qui revenait sur lui. Il s'est quand même classé 8e de l'étape. 2e français, il me semble. Il était quand même déçu quand même à l'arrivée d'avoir fourni autant d'efforts et même s'il a ramené le maillot à poids, c'est vrai que c'était une maigre consolation par rapport aux 4 minutes qu'ils avaient. Je pense qu'ils espéraient au moins terminer avec quelques secondes d'avance sur les principaux favoris et avoir comme ça un petit peu un petit matelas pour le classement général. On voit le peloton toujours compact. L'équipe de France annonce la couleur. La victoire en général, ça leur semble impossible, mais je pense qu'ils sont en capacité d'être dans le top 10, largement. C'est l'objectif de Valentin Madouas, on le sait. Hein, il est parti plusieurs semaines en montagne pour justement peaufiner son coup de pédalage. Il a notamment participé au Tour de l'Ain avec la formation de la Française des Jeux. Au sein de laquelle il est stagiaire et qui fera partie de l'effectif officiellement à partir du 1er janvier. Il a bien figuré sur ce Tour de l'Ain, notamment sur l'étape la plus difficile en accrochant une 8e place. Donc voilà, je pense qu'en prétendant faire un top 10, dans sa tête, au fond de lui-même, il espère faire mieux. En tout cas, le directeur sportif de l'équipe de France, Pierre-Yves Châtelon, a de bons coureurs à sa disposition. On va rappeler la composition de cette équipe de France. Franck Bonabour, Axel Journiot, Victor Lafay, qui est un bon grimpeur, Valentin Madouas, Aurélien Paré-Peintre, qui devrait être à son aise dès que la route va s'élever, et puis Simon Cellier. Des coureurs qui ont tous moins de 23 ans, on vous le rappelle. C'est la règle. Et on voit les Portugais toujours à l'avant avec 4 coureurs qui mettent un gros tempo pour empêcher toute tentative d'échapper. Et ça a plutôt réussi puisque on voit bien qu'il n'y a quasiment plus aucune attaque. Alors il y a 4 secondes je crois pour le leader actuellement d'avance. 4 petites secondes, est-ce qu'il sera en mesure de conserver ce soir son précieux maillot de leader? À ce stade de la course, on peut le penser, mais à 13 km de l'arrivée, on n'est pas à l'abri d'une tentative. Et on voit que c'est extrêmement difficile de s'extirper de ce peloton où vous avez un gros tempo. Il faut trouver l'endroit. Ça sera très certainement sur cette ligne d'arrivée que on verra peut-être un petit groupe s'extraire. Comme a pu le faire tout à l'heure lors du précédent passage, le Français Victor Lafay. C'est vrai que là on voit bien ce long faux plat, c'est pas forcément facile de s'extirper. C'est beaucoup plus facile de le défendre et de remonter sur les côtés pour pouvoir suivre les bons coups. Et on voit le peloton qui a rebaissé pavillon et
Et on assiste justement avec un leader qui reste aux avant-postes, hein, on le voit, il est vraiment tout près de la tête de course. Ce jeune Danois qui nous a fait belle impression hier, son démarrage a cloué sur place. Franck Bonamour notamment, qui était bien sûr très déçu, il aurait bien aimé le costarmoricain gagner sur ses terres, mais ce n'est que partie remise pour ce coureur de la formation Fortuneo Oscaro, qui est brillant. N'oublions pas quand même que le leader de la course, Casper Asgreen, est autre que le champion d'Europe de chrono actuel. Ouais. Championnat d'Europe qui a été disputé au mois de juillet. Et donc voilà, c'est un fort rouleur. Et à partir du moment où, quand il a porté son attaque, vous n'êtes pas dans sa roue, c'est beaucoup plus difficile de revenir sur lui. Alors s'il y a une tentative, à mon avis, ce sera là. Ce sera là que les plus forts vont tenter de creuser un petit trou, de le convertir dans la descente et de creuser l'écart. Mais on voit quand même que voilà, les nations, les grosses nations de sprinteurs mettent un gros tempo dans cette bosse. On voit hein, les Portugais, les Danois, les Norvégiens. Et ça roule très fort, on vient de voir passer Valentin Madouas au chaud, au cœur de ce peloton. Alors qu'en queue de peloton, on voit des coureurs qui laissent quelques mètres de retard, notamment. Et là, on voit le français. Ah, c'est Franck Bonamour. Franck Bonamour, ouais, qui paye s'est peut-être ses relevé. efforts de la veille. Ou qui a peut-être été victime d'un ennui technique. Il était à la queue de ce peloton, Franck Bonamour. Mais c'est vrai que le tempo... Et on a vu ainsi quelques coureurs des équipes plus faibles, moins expérimentés, le Portugal notamment, le Maroc notamment. On a vu aussi un Japonais qui se retrouvait déjà dans la file des directeurs sportifs, des voitures des directeurs sportifs. Voilà, on va arriver dans les 10 derniers kilomètres. On va retrouver donc le circuit, ce long circuit de 10 km avec ces routes extrêmement larges et roulantes où c'est pas forcément facile de s'extirper. Et surtout des grosses équipes de sprinteurs qui mettent un gros tempo pour empêcher toute tentative. Voilà, les Polonais, on l'a vu, hein, les Polonais se mettent à l'avant au dernier moment, dans les 10 derniers kilomètres. Ils l'ont fait hier et ils ont bouché la dernière minute pour revenir sur le groupe d'échappés. Et c'est ce qu'ils sont en train de refaire là. Quelques coureurs australiens aussi qui sont à l'avant et qui eux aussi ont annoncé avoir quelques ambitions sur ce Tour de l'avenir. Bonne équipe. Voilà, les Polonais, les Norvégiens, on voit voilà, ce sont les deux grosses nations avec leurs deux sprinteurs. On le rappelle, hein, le Norvégien Alvarsen, deuxième hier, qui n'est autre que le champion du monde espoir. Et le Polonais Alan Banaszek, qui lui fait partie, qui est déjà professionnel, hein, puisqu'il fait partie de l'équipe CCC Spandy. 5 victoires chez les pros en 2017. Ouais, et il a déjà participé à un grand tour. Ouais, il a notamment aussi fait un top 10 sur une épreuve World Tour, donc en sprint massif sur le Tour de Pologne. Donc c'est vrai que c'est un sprinter qui a l'habitude des sprints nerveux, des sprints rapides. Et donc c'est vrai que pour lui, ça peut paraître un peu aisé de sprinter aujourd'hui. Malheureusement hier il n'a pas pu faire mieux que 6e. En tout cas depuis hier les coureurs ont eu des conditions météo idéales pour faire du vélo. On a vraiment un très beau temps. Pas trop de chaleur, pas de vent en tout cas. Et on voit que... Et toujours un gros tempo hein, à l'avant du peloton pour empêcher... tout le monde de sortir. Voilà. C'est la meilleure défense, c'est justement de plus vous roulez vite, plus c'est difficile de s'extirper. Là, ça va être effectivement très dur, très dur. Et je pense qu'on ne pourra qu'assister aujourd'hui à un sprint. Et massif. Là, bien entendu, on voit qu'il y a encore des attardés qui passent devant nous sur la ligne. Ça a été fatalement un peu difficile d'assurer le tempo jusqu'à la fin parce que quand le peloton a fondu sur les échappées, le tempo s'est accéléré. On est maintenant à 8 km
de l'arrivée. Et ça monte un petit peu. Et les coureurs sont à la peine. Alors on va parler aussi un petit peu de l'étape de demain. Rapidement, on sera du côté de la Loire-Atlantique. On partira de Missillac pour allier Châteaubriand alors que nous survolons. Les caméras d'Anthony Forestier survolent le château de Kerguéhennec. Très bel édifice. Et demain, donc, le Tour de l'Avenir s'en ira du côté de Châteaubriand pour une étape de 126 km. Mais aujourd'hui, c'est dans le Morbihan que ça se passe. Ça sera d'ailleurs la même chose la semaine prochaine, puisque cette fois-ci, nous serons à Ploué pour la Bretagne classique. Nouvelle tentative d'un coureur norvégien, d'un coureur breton. Et là, bien entendu, il faut essayer de ne pas se retourner, d'y croire, d'aller au bout de son effort pour tenter de faire le trou, mais à 7 km avec des garçons qui ont véritablement l'intention d'emporter dans un fauteuil leur sprinter. Ce sera difficile. Bah, surtout que on l'a vu, hein, les 3 derniers kilomètres sont en faux plat montant, une route très large, où vous avez beaucoup de visuels, donc qui est vraiment pas faite pour s'échapper, où c'est toujours en point de mire du peloton. Il faudrait vraiment que les deux coureurs creusent un écart de plus de 30 secondes pour pouvoir prétendre à gagner aujourd'hui. Et malheureusement, à moins de 7 km de l'arrivée, ça me semble vraiment difficile. Alors, qui pour faire l'effort derrière? C'est la question qu'on se pose. Voilà, les Norvégiens qui eux, espèrent que ça arrive au sprint. Ils ont placé un homme devant, tout simplement, pour ne pas avoir à mener le tempo derrière et laisser les autres concurrents faire le travail à leur place. Mais on voit que voilà, à moins de 6 km de l'arrivée, il y a forcément toujours une équipe pour prêter main forte et se mettre à l'avant du peloton pour ne pas laisser filer ces deux coureurs. On a un petit peu de mal à les identifier. On aimerait bien voir leur dossard. Ils ont un petit trou. La caméra écrase un peu, mais il semble que c'est Nicolas Mal qui va être Je crois que c'est Nicolas Mal, ouais. Pour le comité de Bretagne, avec le maillot blanc frappé d'un triskel. Un garçon qui peut tirer son épingle du jeu au sprint. Mais derrière... Nicolas Mal, hein, rappelons-le, un champion d'Europe espoir en 2016, qui avait gagné ses championnats en haut de Plumelec, alors que là on voit que le Norvégien tente de fausser compagnie à son compère. Et derrière ça va peut-être forcer le peloton à réagir. Comité de Bretagne, hein, qui possède, on vous l'a dit, hein, dans leur rang, Emmanuel Morin, qui a fait 4e hier de l'étape et qui peut prétendre aussi gagner, pourquoi pas aujourd'hui. Ça serait forcément une grosse cote. Un gros résultat pour lui, hein, puisque c'est un coureur qui a obtenu plus d'une quinzaine de top 10 cette année, mais qui n'a pas encore levé les bras. Et c'est vrai qu'hier, c'était quasiment un de ses meilleurs résultats de la saison. Donc, voilà, Nicolas Mal rend les armes, il est avalé, englouti par ce peloton qui revient fort. Et là, maintenant, pour le Norvégien, ça va être difficile. Tout 174, champion de Norvège élite, hein, 3e de Gand-Wevelgem espoir. Ce sont des références. Voilà, mais vous voyez, hein, c'est un gros gabarit, gros rouleur. Mais ce sera difficile. Difficile de résister au retour du peloton. Et on voit que les Polonais, hein, sur la droite, à moins de 5 km de l'arrivée, associés aux Portugais, continuent de mener le tempo. On voit bien que le peloton s'étire et que derrière, c'est difficile. Le mec, il n'a pas l'allure d'un grimpeur. Il sait très bien qu'il n'aura pas beaucoup d'opportunités de gagner l'étape. Et voilà, il s'est dit pourquoi pas aujourd'hui. Il donne tout, la bouche grande ouverte. Ah, ça doit brûler dans les cuisses. Hein. Ça doit faire mal. Surtout que, comme vous l'avez précisé,
Le terrain de jeu est un petit peu, non pas pentu, mais usant. Un faux plat, c'est toujours difficile à vélo. Ceux qui pratiquent le dimanche nous comprendront. Ah, c'est des gabarits norvégiens, c'est un peu à l'image de Torushov, de Bosenhagen. C'est vrai que c'est des coureurs passe-partout qui sont capables de bien grimper, mais ce sont plus des très bons punchers. Dès qu'on arrive sur des pourcentages supérieurs à 6-7%, ça devient beaucoup plus difficile. Ça devient difficile. En tout cas, on a vu que les Norvégiens, les Danois étaient en capacité de performer. On vous l'a rappelé hier. On a eu un podium exclusivement danois au Crest Brazelite, cher à Alain Bagnel. C'était il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, en Centre-Bretagne. Et on a vu que ces Danois, et bien sûr, cette épreuve qui était particulièrement relevée, avec un peloton d'une très très grande qualité, et bien on a vu que les Danois avaient fait main basse sur la course. Et Tyler qui arrive à maintenir un écart, hein, même s'il est moindre, il est de 6 secondes, il arrive quand même à... Il lâche pas le morceau, hein, et on le voit bien, il continue à... Ouais, mais là je soupçonne le peloton de jouer un petit peu avec la souris. Je pense que dès que les choses vont se précipiter, on va mettre en route derrière et on va revenir manger tout cru celui qui rêve bien entendu de s'imposer aujourd'hui à Bignan. Et on voit qu'il me semble à l'arrière, ce sont les Danois, hein, qui ont repris l'avant du peloton, tout simplement parce que voilà, le leader de la course, hein, leur Askren Carpent, lui n'a que 4 secondes d'avance, donc aujourd'hui il ne va pas forcément chercher à gagner, mais va surtout chercher à se retrouver à l'avant dans les premiers, pas se prendre de cassure. Il risque d'en avoir forcément sur une arrivée comme celle d'aujourd'hui. Et donc en sachant qu'il n'y a pas de bonif, normalement s'il reste dans les premiers, dans le premier groupe, il devrait conserver son maillot jaune. Mais comme je vous le dis, il ne faut pas qu'il y ait un coureur qui se détache, qui prenne plus de 4 secondes, et surtout il ne faut pas prendre de cassure. Et on voit là, donc là la route, on voit bien l'écran, hein, ça monte légèrement, on voit le peloton qui commence déjà à être scindé en quelques parties. Faux plat montant, je vous dis, hein, de 1 ou 2%, alors forcément hein, c'est pas grand chose, mais quand vous êtes à l'avant, il n'y a aucun moment de récupération, vous êtes tout le temps obligé de pédaler. C'est vrai que pour les échapper, c'est pas des plus faciles. Hop là, on a vu un écart derrière. Une petite vague. Voilà. Ça veut dire que le peloton est nerveux, hein. On est à moins de 2 km, on est à 2 km de l'arrivée. Et c'est vrai qu'on l'a vu, hein, l'arrivée est quand même sinueuse, et il est important de se retrouver dans les 10-15 premiers coureurs à l'approche de la flamme rouge. On va arriver sur un premier rond-point qui se passe relativement facilement, et c'est vrai que le second rond-point, dans la 600 mètres de l'arrivée, voilà, on passe à 1 ou 2 coureurs de front. Donc si vous n'êtes pas dans les 10 premiers, vous vous retrouvez déjà éloigné dans le sprint. Et après, l'enchaînement autour de l'église va extrêmement vite pour aboutir sur la ligne droite de 300 mètres. Ouais. Et là, voilà, il va se faire engloutir. Et je pense qu'on devrait avoir un contre juste derrière. Voilà, un coureur quelqu'un qui va tenter à son tour de peut-être se porter à l'avant. En tout cas, il y aura encore une tentative au moins d'ici la ligne d'arrivée, c'est évident, parce que sinon ce sera l'affaire des sprinteurs. Et tout le monde n'a pas les épaules pour se frotter à la concurrence du jour. On voit bien le peloton, voilà, c'est difficile, hein, de remonter, ça frotte énormément. Et là on est en train de durcir. On est toujours en prise, hein, on est en prise dans les 3 derniers kilomètres. Là on arrive dans le dernier kilomètre qui est le plus dur. Et là justement, pied de l'église, il va falloir négocier ce fameux rond-point, vous en parliez tout à l'heure, qui est délicat, qui est dangereux. Il est important de ne pas faire l'effort avant le sprint. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a des hommes de l'équipe de France qui sont sur la gauche de l'écran. Vous les repérez peut-être. Et on voit le maillot de Valentin Madouas qui s'était rapproché. Et on voit deux coureurs s'arrêtent de pédaler. Regardez, on voit le coureur polonais qui rétrograde automatiquement. Et ça devient même dangereux. Et voilà, on voit un coureur suisse qui a décidé de passer une attaque dans le dernier kilomètre.
Mais il est marqué, il n'a pas creusé le trou. Ah, il aurait fallu, c'est vrai que derrière il n'y a pas de temps mort, hein. On voit le coureur polonais là, qui est là, le coureur français, les deux coureurs polonais qui sont bien emmenés. On voit le coureur norvégien, les deux coureurs norvégiens, donc le champion de Norvège et le maillot vert qui est le champion du monde espoir. Et on voit Aurélien Paré-Peintre qui reste au contact, le dossard 5 de l'équipe de France. Et là on est à 500 mètres de l'arrivée, c'est parti. Ça va être parti pour l'emballage final. Voilà, ça frotte énormément. De toute façon ça va être un sprint qui va quasiment se dérouler entre... Oh la chute. Oh là là. C'est Aurélien Paré-Peintre qui a chuté alors que devant, eh bien, c'est un Polonais qui a pris le commandement de ce sprint final, de cet emballage final. Est-ce qu'il va résister à ses poursuivants? On voit qu'un Colombien, eh bien, est parti sur la gauche. Sur la gauche, il va se faire déposer. Et c'est le champion de Hollande qui gagne aujourd'hui. On voit bien qui vient de s'imposer devant un coureur colombien. Voilà, le champion de Hollande, le coureur colombien. Et on a vu hein, le maillot vert qui vient faire troisième juste derrière. Et je crois que justement on a vu la chute, il me semble que c'est bien le dossard 5, le dossard 5 d'Aurélien Paré-Peintre justement au moment de ce final, il a emporté dans son élan un coureur australien également. On a vu que le Polonais tentait de résister au retour des coureurs qui le précédaient. Et là, c'est la Colombie qui, dans un premier temps, a tenté le coup de force, mais il a été remonté par ce sprinter hollandais qu'on savait très habile sur un vélo et super finisseur. Il a dominé son sujet, voilà, il a triomphé aujourd'hui à Avignon. C'est le champion de Hollande qui s'impose avec la manière, on peut le dire. Voilà, on va peut-être revoir la chute là. Et voilà, c'est voilà, le coureur français a tout simplement glissé hein, dans le virage à 300 mètres de la ligne. Et donc on voit pas de maillot jaune donc à l'avant de ce peloton. Comme je vous le disais tout à l'heure, en cas de cassure, le maillot jaune pouvait perdre son maillot. Mais comme il y a une chute dans les 3 derniers kilomètres, tous les coureurs seront donc placés dans le même temps. Donc il conserve le coureur danois Asgreen déjà conservera le maillot jaune. Et alors que là on revoit le sprint, on voit que le coureur, le maillot vert est loin derrière, même si il remonte sur les derniers hectomètres, il ne pourra pas combler son écart et viendra mourir à la 3e place. En tout cas, une belle victoire. Et c'est vrai que les Hollandais avaient l'intention de s'imposer. Ils avaient des ambitions, notamment sur les sprints. Voilà, Jacobsen qui est le sprinter de cette équipe de Hollande, qui a notamment remporté le Grand Prix de Francfort Espoir, qui a gagné déjà la 2e étape du Tour de Normandie, déjà au sprint. Il a gagné aussi au sprint la 4e étape du Tour d'Alsace. Donc on voit bien une 4e victoire aujourd'hui. Voilà. Jacobsen, 4e victoire de la saison. Ouais, Odekshani qui prend la 2e place, Alvorsen, Rabiushenko. Et on voit les Polonais hein, qui ont roulé, qui viennent mourir, ils viennent faire 6 et 7. Michael Paluta. Alors, on a mis des écarts hein, sur le peloton. Est-ce que ces écarts seront annulés suite à cette chute? Il me semble que normalement tout le monde devrait être classé dans le même temps. Classé dans le même temps. C'est vrai qu'Aurélien Paré-Peintre, on le voyait, il était... Et on va bien le voir, je ne sais pas si on va revoir la chute, mais on le voit bien glisser de la roue arrière. Ouais, voilà. On le voit à l'arrière-plan. On voit la chute d'Aurélien Paré-Peintre qui a emporté dans son élan. Eh bien, on a vu un coureur de la sélection australienne. On a cru aussi que ce Polonais, Michael Paluta, allait résister, mais c'est vrai que les derniers hectomètres de cette ligne d'arrivée sont difficiles. Ils ont fait la différence. Il fallait vraiment être fort aujourd'hui. Voilà, c'est un coureur puissant qui gagne aujourd'hui. On voit bien, regardez, c'est lui qui a le plus gros braquet par rapport au Colombien. Oui, il gicle au dernier moment. Il arrive à... C'est un coureur puissant qui a pu s'imposer sur cette arrivée en faux plat montant. Et là, on n'a pas besoin de la photo finish. On voit que les écarts ont été faits. Enfin, on a eu encore aujourd'hui une étape nerveuse, intéressante, avec des Français à l'avant. Et ça, c'est plutôt de bonne augure pour la suite. On espère qu'Aurélien Paré-Peintre, ce sera sans conséquence pour lui, parce que ce serait vraiment dommage. C'est un atout majeur de cette équipe de France. Aurélien, généralement, quand vous glissez comme ça, sauf s'il a été percuté par des coureurs
derrière. Normalement, c'est que du vernis, alors que là, on voit des coureurs passer la ligne à pied. Le coureur suisse. Ouais. Ils ont été pris dans la chute, ces deux-là. Voilà. Ouais. Matériel, je pense que voilà, c'est plus de matériel que... C'est Robert Stannard. Robert Stannard qui est passé devant nous tout de suite avec son vélo sur l'épaule. C'est le coureur qui a été emporté dans la chute avec Aurélien Paré-Peintre. Et on voit les coureurs qui redescendent. Certains feront étape du côté du podium protocolaire parce que bien entendu, on va remettre les maillots distinctifs. Alors les maillots ne devraient pas changer hein, puisque aujourd'hui il n'y avait que 3 points sur le maillot des meilleurs grimpeurs. Donc ça devrait être toujours Valentin Madouas qui conservera le maillot des meilleurs grimpeurs. Le maillot vert, on l'a vu, a fait 3e aujourd'hui. Les 2 premiers n'étaient pas classés dans les 10 premiers hier, donc il devrait également conserver son maillot vert. Le maillot jaune, on vous l'a dit, logiquement ne devrait pas subir les cassures qu'on a vues, enfin les écarts de temps, puisque voilà, on a vu quand vous avez une chute ou un problème mécanique ou une crevaison dans les 3 derniers kilomètres, vous êtes automatiquement remis dans le temps du vainqueur, enfin du moins du groupe à laquelle vous appartenez, donc en l'occurrence le peloton. Et donc voilà, on assiste à cette victoire, on revoit en image des victoires du coureur hollandais. Mais c'était difficile d'imaginer de toute façon un sprint massif parce que le terrain ne s'y prêtait pas. Et on va passer devant nous sur cette ligne d'arrivée l'actuel leader du Tour de l'Avenir qui va préserver son maillot pour le Danemark. Quelqu'un qui a été désigné hier tout simplement comme étant le meilleur combatif du jour. Kasper Asgreen, c'est un client, c'est un champion. Il va tout à l'heure se rediriger vers le podium protocolaire pour revêtir son maillot jaune de leader. Mais on peut rappeler aujourd'hui le vainqueur du jour, qui n'est autre que le champion des Pays-Bas. Alors c'est vrai que là on a revu encore l'image. C'est vrai que alors est-ce qu'on prend pas la cassure? Fabio Jacobsen, wonderful win today, sprint, wonderful sprint, and you are very speed this year. One win, one more. Yeah, it was très rapide. It's just amazing, you know, to win in L'Avenir here, and yeah, on a finish like this where it's a little bit uphill, I like that. Yeah, and I know I have a good sprint, and so far it has been my year. The next year, pro? Yes, that's what's going to happen in the next 2 or 3 days. My new team, yeah, will make it public, and then I'll go to the pros. One more, congratulations and proficiat. Yeah, thanks. I also like to thank my teammates, you know. They helped me all day, and it's a big win. Thank you. Voilà, on vient d'entendre Fabio Jacobsen qui remercie son équipe et qui disait, qui confiait sur la ligne toute sa joie d'avoir triomphé aujourd'hui à Bignan au terme de cette seconde étape du Tour de l'Avenir. On a vu donc des Français à l'avant, on a été gâtés, un peu comme hier d'ailleurs, mais là cette fois-ci on n'en avait que 2 à l'avant. Et ils ont fait le spectacle. Mais on voit déjà que voilà, même si ça reste des jeunes coureurs, on voit que les grosses équipes sont déjà très bien structurées. Ils savent très bien s'organiser pour cadenasser le peloton. C'est vrai qu'avec 2 coureurs échappés à l'avant, forcément en tant que Français on espérait qu'ils aillent au bout, mais avec 4 minutes d'avance. Une échappée magnifique aujourd'hui, longue échappée. Ouais, c'était une longue échappée, j'aime bien les raids comme ça. C'était pas une étape que j'avais cochée pour aller à l'avant, mais je suis venu ici pour prendre le maximum de coups, prendre l'air, essayer de me montrer. Aujourd'hui, Adrien, il a bien collaboré avec moi, il était minutieux sur nos efforts. Après, on a compris qu'on n'irait pas au bout, du coup, il n'a pas voulu qu'on aille vraiment au bout de l'effort. Il m'a fait comprendre qu'il y avait des jours et qu'il fallait compter ses efforts. L'issue aurait été la même. Moi, après, du coup, j'ai fait ce fonctionnement, je finis dans le peloton. Et je suis satisfait, j'ai vu que ça tournait bien. Je finis quand même pas trop essoré, c'est sûr, je me suis tapé dedans, mais ça me donne envie de retourner vite à l'avant. Voilà, c'est sur cette réaction de Maxime Roger que l'on va vous rendre l'antenne. Merci pour votre fidélité au cyclisme sur France 3 Bretagne, qui sera de nouveau mobilisé la semaine prochaine pour le Grand Prix de Plouay et la Bretagne classique. Cher à Jean-Yves Tranvoux, merci pour votre fidélité. Au revoir.